Bienvenue à Minuit Mystère. Ce soir, nous suivons Miss Marple dans l'énigme du bal masqué. Une soirée éblouissante de masques cache un crime soudainé, un indice effrayant attend dans l'ombre. Avez-vous déjà résolu un mystère avant la fin? Dites-le nous ci-dessous. Maintenant, fermez les rideaux et laissez le mystère commencer. C'était une chose des plus inhabituelles pour le paisible village de St. Mary Maeda, que le bal masqué se tient dans les grands salons du Gresham Hall, récemment rénové. L'idée même de ce bal avait fait jaser pendant des semaines. On discutait des costumes à la poste, on en débattait à l'épicerie, et on chuchotait autour d'une tasse de thé au Blue Bar. Après tout, qui n'avait jamais imaginé une telle chose, dans un endroit où les thés paroissiaux et les fêtes estivales étaient généralement le summum du divertissement. L'idée, naturellement, venait de Madame Caroline Gresham, une veuve pleine de vie et passionnée de théâtre. Depuis qu'elle avait hérité du hall de la famille de son défunt mari, elle s'était donnée pour mission d'insuffler une touche de sophistication au calendrier local. Pourquoi ne pas organiser un bal masqué digne de ce nom, avec masques, musique et mystère? Londres en offre chaque saison. Pourquoi pas St. Mary Mead? Lorsque les invitations dorées arrivèrent, tout le village était en émoi. Certains trouvèrent l'idée frivole. D'autres s'inquiétèrent du coût des costumes. Mais personne n'osa refuser. Décliner l'invitation de Madame Gresham, c'était risquer d'être considéré comme un provincial invétéré. Le soir même, calèches et automobiles bordaient l'allée de gravier, leurs lampadaires étincelant aux hautes fenêtres du manoir. De l'intérieur s'élevaient des sons de cordes et des rires, une gaieté inhabituelle qui donnait même aux haies austères un air de conspiration. Les invités apparaissent dans une variété éblouissante de costumes seigneurs et dames des siècles passés, arlequins et reines, chevaliers en armure d'imitation, bergères en ruban, et parfois une cape à dominos mal ajustée, empruntée à la hâte à une malle de théâtre. Parmi eux, discrète comme toujours, se trouvait Miss Jane Marple. Elle portait une simple robe d'un gris doux, un châle de dentelle sur les épaules et un masque délicat qui dissimulait à peine son identité. Elle avait été persuadée d'y assister par sa chère amie Dolly Bantry, qui insistait sur le fait que ce serait un divertissement fou de voir quel secret pouvait s'échapper lorsqu'on se cachait derrière un masque. Miss Marple, avec son regard perçant et ses manières faussement douces, trouvait cette idée discrètement intrigante. À mesure que la nuit avançait, l'air de la salle s'alourdissait de parfums, de bougies et d'une légère tension due à la foule entassée dans un espace trop restreint. Les conversations allaient et venaient, ponctuées d'éclats de rire un peu trop bruyants, comme pour masquer la nervosité plutôt que la joie. Derrière chaque masque, songea Miss Marple, se cachait une personne peut-être bien plus intéressante qu'on ne voulait l'admettre en plein jour. Puis, juste au moment où l'horloge sonnait 11 heures et que l'orchestre entamait une valse entraînante, la gaieté se brisa. Un cri strident, choqué, indéniable, traversa la musique. Les danseurs se figèrent en plein pas, les têtes se tournant comme dans un tableau grotesque. Le cri provenait de l'aile est, près de la bibliothèque. En quelques instants, la foule s'est précipitée dans cette direction. À la porte, la voix de Madame Gresham a retenti, tremblante d'incrédulité. Là-dessus, sur le tapis, cieux miséricordieux. Et là, sous le regard peint des portraits ancestraux, gisait un homme toujours masqué, un mince filet de sang coulant sous son col. La mascarade s'était soldée, de manière tout à fait décisive, par un meurtre. Le choc du meurtre de Gresham Hall résonna à St. Mary Mead comme des ondes se propageant sur un étang après qu'une pierre eût été jetée. Ce qui avait commencé comme une soirée scintillante de nouveautés et de gaieté était désormais le sujet de spéculations feutrées dans tous les salons et toutes les salles de réception du village. Lorsque les premières lueurs du matin percèrent sur les toits, les rumeurs avaient déjà pris une ampleur telle qu'aucune déclaration officielle ne pourrait jamais le faire. Au presbytère, Madame Clément était assise, rigide, à sa table de petit déjeuner, le thé refroidissant dans sa tasse, tandis qu'elle chuchotait avec ferveur à son mari. « Retiens bien mes mots. Léonard, c'était le jeune Lionel Hawthorne. Je l'ai vu rôder près de la porte de la bibliothèque, moins de 10 minutes avant le cri. Il avait cette allure agitée,
faisant les 100 pas et jouant avec ses boutons de manchette. Tu sais comme ces jeunes gens peuvent être nerveux. Le révérend, qui connaissait Lionel depuis son enfance, se contenta de secouer la tête. Vraiment, Griselda, il ne faut pas juger si vite. Il peut y avoir une douzaine d'explications. Des explications? Rétorqua madame Clément en élevant la voix. Un homme est mort, Léonard. Un bal masqué. Les masques et la danse ne donnent jamais rien de bon. Ça donne des idées. Pendant ce temps, à la boutique du village, la madame Price Ridley était dans son élément, racontant l'histoire avec des pauses dramatiques qui attirèrent ses auditeurs vers elle. J'étais leurs yeux. En effet, debout dans la pièce même où ils l'ont trouvé. Oh, c'était affreux. Effroyable. Il était habillé comme une sorte de noble Vénitien, tout en plumes et en satin. Personne ne savait au début qui c'était. Imaginez-vous allongé là sur le beau tapis persan de madame Gresham, le sang sur la moquette, visible de tous. Je ne l'oublierai jamais. Qu'est-ce qui l'a tué, selon eux? Demanda madame Hartnell, son nez pointu tressaillant comme celui d'un furet. Il pense. Eh bien, remarquez, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Ils pensent que c'était une blessure au couteau, juste ici. Madame Price Ridley lui tapota la clavicule de manière théâtrale. Une lame fine, sans doute, glissée si vite qu'il n'eut pas le temps de crier. Sauf ce cri, murmura une jeune servante venue chercher du pain, les yeux écarquillés. Ah oui, le cri, dit madame Price Ridley d'un ton significatif. Mais qui a crié? La question est de savoir qui. Ce n'était pas le mort, c'est certain. En milieu de matinée, les théories se multipliaient. Certains évoquent un crime passionnel, peut-être par jalousie, lié à une liaison clandestine. D'autres faisaient de sombres allusions à des dettes et à des sommes de jeu impayées. On murmurait même que la victime, une fois son masque retiré et son visage dévoilé, était M. Julian Remington, un invité qui n'était pas du tout originaire du village, mais qui avait des relations dans la haute société londonienne. Dolly Bantry, confortablement assise dans son salon avec Miss Marple et une assiette de scones entre elles, a déclaré que toute l'affaire était tout simplement passionnante. Bien sûr, je ne parle pas d'excitation au sens noble du terme. Corrige-t-elle vivement en voyant le regard réprobateur de Miss Marple. C'est affreux, évidemment. Mais avouez, Jane, nous ne parlerons que de ça pendant des mois. Un bal masqué, un inconnu retrouvé poignardé dans la bibliothèque. Tout droit sorti d'un roman policier. Miss Marple, qui avait déjà tricoté une demi-rangée pendant que Dolly parlait, eut un petit sourire. La fiction, ma chère Dolly, a un avantage sur la vie. L'auteur sait toujours qui est le meurtrier, et s'arrange en conséquence. Dans la vraie vie, les choses sont moins simples. Eh bien, ordres ou pas, dit Dolly en servant le thé. Je suis sûr que l'inspecteur Craddock aura tout réglé bien assez tôt. Il est plutôt malin, vous savez. L'inspecteur Craddock est un homme sensé, approuva Miss Marple. Ses aiguilles claquaient doucement. Mais les hommes sensés négligent parfois les détails. C'est souvent dans les détails, voyez-vous, que se cache la vérité. La vérité, cependant, semblait bien lointaine ce matin-là, car l'inspecteur Craddock lui-même recueillait les témoignages des personnes présentes au bal. C'était un homme solide et compétent, porté à une efficacité fulgurante. Son carnet se remplit rapidement de noms et d'impressions. Madame Gresham, surexcitée mais déterminée à paraître digne. Lionel Hawthorne, pâle et nerveux. Monsieur et Madame Price Ridley, impatients de décrire ce qu'ils avaient vu avec certitude. Malgré tout ce bruit, la lumière était faible. Personne n'avait été témoin du crime. Tous semblaient se souvenir d'avoir entendu le cri, mais les témoignages divergeaient quant à son auteur. Et dans la confusion des masques et des costumes, les identités se brouillent, et les alibis devenaient difficiles à vérifier. Au bureau de poste, mademoiselle Wetherby confie à qui voulait l'entendre qu'elle avait vu madame Larkin s'éclipser vers l'aile peu avant 11 heures. Et elle était habillée en Cléopâtre, rien que ça. Un choix audacieux, vous ne trouvez pas? Enfin, ce serait tout à fait son genre d'avoir des secrets. Le vieux monsieur Pottle, lui, était convaincu qu'il s'agissait d'un étranger. Personne de St. Mary Mead ne ferait une chose pareille. Déclaration haut et forte au Blue Boar. Croyez-moi, ce sont des étrangers. C'est toujours le cas.
Dans l'après-midi, le meurtre avait cessé d'être un simple événement, il était devenu un miroir où chaque villageois voyait le reflet de ses propres préjugés, soupçons et imaginations. L'étranger venu de Londres, le jeune homme agité, la veuve flamboyante, chaque théorie en disait autant sur l'auteur que sur le crime. Miss Marple, rentrant lentement chez elle, son sac à tricot à la main, écoutait tout avec son air habituel de léger intérêt. Elle ne contredit jamais, n'impose jamais ses propres pensées. Au contraire, elle laissait le flot de bavardage l'envahir, emmagasinant soigneusement chaque remarque. La nature humaine, disait-elle souvent, était remarquablement constante. Dans chaque village, dans chaque rassemblement, les gens se comportaient selon des schémas qu'ils ne reconnaissaient guère en eux-mêmes. Et quelque part dans ces schémas de paroles imprudentes, de récits exagérés, d'accusations rapides, se trouvent les premiers fils de vérité. Mais pour l'instant, St. Mary Mead bourdonnait de spéculations, mi-effrayée, mi-excitée, comme si la mascarade n'était pas encore terminée. Un seul fait demeurait inattaquable. Un homme avait été assassiné au milieu d'eux, et derrière ce masque de gaieté, quelqu'un cachait un secret bien plus sombre. Le lendemain matin, un calme étrange régnait sur St. Mary Mead, comme si le village lui retenait son souffle. La mascarade, avec tout son éclat et sa gaieté, semblait déjà un lointain souvenir, remplacé par la sombre connaissance qu'un homme gisait mort dans la bibliothèque de Gresham Hall. Les rideaux frémirent lorsque la voiture de l'inspecteur Craddock s'arrêta de nouveau devant le manoir, la silhouette vive et déterminée à l'intérieur. Pour la police, le travail commence sérieusement. Les salles furent bouclées, des agents en uniforme se postèrent à chaque entrée, et le personnel de Gresham Hall, pâle et consterné, répondait à d'interminables questions. Le corps de M. Julian Remington avait été retiré tard dans la nuit, mais l'écho de sa découverte persistait dans l'air comme une ombre qu'aucune bougie ne pouvait dissiper. L'inspecteur Craddock rassembla ceux qui avaient été les plus proches de la scène. Madame Gresham, tout en affirmant rester calme, s'essuya les yeux à plusieurs reprises avec un mouchoir en dentelle. Cela devait être une soirée si délicieuse, se lamentait-elle, un souvenir inoubliable. Et maintenant, eh bien, on s'en souviendra pour de mauvaises raisons. Pauvre monsieur Remington, je le connaissais à peine. Il m'a été présenté par des amis à Londres. Vous comprenez, si charmant, si cultivé, que quelqu'un puisse lui vouloir du mal me dépasse. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans son attitude ce soir-là? Demanda Craddock, la plume en l'air. Madame Gresham hésita. Il semblait connaître plus de monde que je ne le pensais. Plusieurs invités semblaient le reconnaître. Et il dansait magnifiquement. Je me souviens avoir trouvé que lui et Madame Larkin avaient plutôt bonne mine, qu'ils connaissaient très bien deux personnes qui prétendaient à peine se rencontrer. Craddock nota cela, fronçant les sourcils. Il se tourna ensuite vers Lionel Hawthorne, dont l'air nerveux avait déjà été remarqué. Lionel se tordit les mains, la voix tremblante. « Je l'ai vu, oui, près de la bibliothèque. Il est entré. J'ai supposé qu'il voulait prendre l'air ou peut-être un livre. Je n'y ai pas prêté attention. Et puis, eh bien, le cri a retenti et tout le monde s'est précipité à l'intérieur. Je ne sais plus rien. On vous a vu arpenter le couloir avant l'incident, insista Craddock. Lionel rougit. J'attendais quelqu'un. Ce n'est pas important. Ça n'a rien à voir avec cette horrible affaire. Attendant quelqu'un, répéta lentement Craddock. Mais Lionel n'offrit aucune autre explication, et l'inspecteur, fronçant légèrement les sourcils, poursuivit son chemin. Tandis que les témoignages étaient recueillis, Miss Marple, assise tranquillement au fond de la salle, aurait facilement pu passer inaperçue. Elle n'avait pas été convoquée. Mais Madame Gresham, reconnaissante de sa compagnie au milieu du chaos, l'avait invitée à rester. Elle était donc assise, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement, le visage serein, comme absorbé par un motif particulièrement complexe. Pourtant, rien ne lui échappait. Elle remarqua le tremblement de la main de Madame Gresham chaque fois que le nom de M. Remington était prononcé. Elle remarqua le regard rapide et perçant de Lionel Hawthorne vers Madame Larkin lorsque son nom était prononcé, et la façon dont Madame Larkin,
majestueuse dans son costume de Cléopâtre, même au souvenir de ses souvenirs, répondit par un léger hochement de tête, comme pour rejeter l'idée d'inconvenance. L'inspecteur Craddock, malgré toute sa compétence, posait des questions directes et attendait des réponses directes. Miss Marple savait par expérience que les gens en donnaient rarement. Au lieu de cela, la vérité filait par surprise, par hésitation, par excès d'empressement, par réaction irréfléchie à un nom ou à une suggestion. Plus tard dans l'après-midi, de retour au village, Craddock tient une réunion informelle au presbytère, où plusieurs notables locaux s'étaient réunis. Madame Price Ridley était bien sûr présente, prête à exprimer ses opinions bien arrêtées. Le colonel Melchett, lui aussi franc et franc, insista sur le fait qu'il s'agissait d'étrangers qui apportaient leurs problèmes dans notre paisible coin de pays. « Tout à fait. »« Colonel, » dit Madame Price Ridley en hochant la tête avec insistance, « mais à mon avis, Madame Larkin n'est pas digne de confiance. Trop de bijoux, si vous voyez ce que je veux dire, et toujours avec un air dramatique. On ne sait jamais où de telles femmes peuvent mener un homme. » Le colonel Melchett grogna. « Absurde. Je ne la vois pas poignarder qui que ce soit. Il faudrait un bras plus fort que le sien, hein, Craddock. » Craddock répond poliment et sans s'engager, déjà habitué à jongler entre les conjectures villageoises et les procédures policières. Miss Marple, qui avait accepté l'invitation de Dolly Bantry à prendre le thé lors de la même réunion, sirota tranquillement et écouta. « Les humains sont curieux, n'est-ce pas ?» remarqua-t-elle doucement en posant sa tasse. « Ils parlent souvent surtout de ce qu'ils comprennent le moins. Je me souviens d'un cas un jour, dans notre paroisse même, où une dame fut accusée de malhonnêteté simplement parce qu'elle s'habillait trop élégamment pour le quartier. Il s'avéra bien sûr qu'elle était parfaitement innocente. Mais les gens aiment bien remarquer ce qui est déplacé. Son commentaire fut accueilli par des sourires indulgents, comme si la vieille dame avait simplement radoté. Seul l'inspecteur Craddock, qui savait déjà que les souvenirs de Miss Marple contenaient souvent une part de vérité, marqua une pause avant de reprendre ses notes. À la tombée de la nuit, le village bourdonnait à nouveau de spéculations. Certains jurent qu'il s'agissait d'un rival londonien jaloux, d'autres étaient certains d'un rendez-vous qui avait mal tourné. Dans chaque salon, de nouvelles théories germaient comme des mauvaises herbes. Pourtant, sous les bavardages superficiels, un courant d'inquiétude planait si un homme pouvait être tué dans un tel lieu public. Au milieu de la musique et des rires, nul endroit n'était totalement sûr. Miss Marple rentre chez elle dans la pénombre, l'étoile du soir scintillant faiblement au-dessus des haies. Elle portait son sac à tricot et réfléchissait tranquillement. Elle ignorait encore qui avait tué Julian Remington, ni pourquoi. Mais déjà, quelques détails lui revenaient à l'esprit, comme la rougeur violente de Lionel, les protestations trop insistantes de Madame Price Ridley, le tremblement nerveux de la main de Madame Gresham. C'étaient des détails infimes, facilement oubliés dans le tumulte. Et pourtant, Miss Marple le savait, c'était toujours dans les petites choses que la vérité se révélait. La mascarade était terminée, mais les masques commençaient seulement à tomber. L'inspecteur Craddock se targuait d'être un homme méthodique. Dès le lendemain de sa première série d'interrogatoires, il était certain que les fils de l'affaire commençaient à se tisser et à former un schéma cohérent. Après tout, il y avait toujours un point de départ évident dans ce genre d'affaires, la personne la plus proche de la scène de crime, celle qui se comportait le plus suspectement, était inévitablement le suspect le plus logique, et dans ce cas, toutes les preuves semblaient pointer vers le jeune Lionel Hawthorne. Lionel était déjà connu au village pour son esprit agité. Il était intelligent, personne ne le niait, mais trop colérique pour certains, trop nerveux pour d'autres. Sa mère, une veuve qui vivait modestement dans une maison de High Street, s'inquiétait constamment de son avenir. Il avait quitté un poste après l'autre à Londres, sans jamais vraiment trouver sa place. Qu'on l'ait vu arpenter la porte de la bibliothèque quelques minutes avant le cri fatal était, pour l'inspecteur Craddock, plus qu'une coïncidence. Craddock fit remarquer au colonel Melchett, lors de leur promenade matinale dans les jardins du manoir, qu'il était un jeune homme instable, endetté et enclin à la rumination. « Je crois que nous avons nos amis. »
Le colonel Melchett grogna d'approbation. J'ai toujours dit que Hawthorne était un sale type, trop nerveux. Et les dettes, dites-vous? Eh bien, l'argent est à la base de la plupart des choses, croyez-moi. Faites-lui avouer qu'il devait quelque chose à ce Remington et vous aurez votre mobile. De retour au village, les rumeurs commencèrent à se muer en certitude. Madame Price Ridley, dans la file d'attente à la poste, annonça avec délectation avoir entendu de sources sûres que Lionel avait emprunté une somme importante à un usurier londonien et que M. Remington était impliqué. Lorsque la nouvelle parvint aux oreilles de mademoiselle Weatherby, elle se transforma en une histoire où Lionel menaçait Remington dans la salle de bal avant de s'enfuir, fou de rage. Miss Marple, qui achetait des timbres au comptoir pendant que tout cela était annoncé, se contenta d'incliner la tête. Elle ne contredit ni n'encourage fait l'histoire. Au contraire, elle observait discrètement avec quelle rapidité le soupçon pouvait se transformer en certitude lorsqu'il reposait sur quelqu'un que l'on croyait déjà peu fiable. 7 après, midi-là, Lionel est de nouveau convoqué à Gresham Hall pour un nouvel interrogatoire. Il arriva pâle, les mains tremblantes, le regard perdu dans les nuages, comme s'il cherchait une échappatoire. « Je te l'ai dit », insista-t-il d'une voix légèrement brisée, « j'attendais quelqu'un dans le couloir. C'est pour ça que j'étais là. Je ne suis même pas entré dans la bibliothèque. Je ne lui ai fait aucun mal, je le jure. » L'inspecteur Craddock se pencha en avant. « Vous attendiez quelqu'un, monsieur Hawthorne. »« Qui, précisément ?» Les lèvres de Lionel s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent fermement. Au bout d'un moment, il dit à voix basse, « Je ne peux pas vous le dire. Cela n'a rien à voir avec le meurtre. »« Cela reste à voir » répliqua Craddock sèchement. « Vous étiez près de la scène. Vous admettez que vous attendiez. À moins de pouvoir fournir un nom, votre alibi ne vaut rien. » Le silence de Lionel sembla sceller sa culpabilité dans l'esprit de l'inspecteur. Mais pour Miss Marple, qui tricotait tranquillement dans un coin avec l'indulgence de Madame Gresham, le silence de Lionel n'était pas l'obstination de la culpabilité, c'était autre chose. Elle remarqua la façon dont son regard se posait sur Madame Larkin, resplendissante malgré sa tenue ordinaire, et la rapidité avec laquelle il détournait le regard lorsqu'il se reprenait. Plus tard, Dolly Bantry, pleine d'excitation, fait irruption dans le cottage de Miss Marple avec les dernières nouvelles. « On dit que Lionel est presque fini », annonça-t-elle en s'installant lourdement dans le fauteuil. « Craddock pense que c'est lui. Pauvre Madame Hawthorne, elle va être dans un sale état, j'en suis sûr. Mais Lionel a toujours été un drôle de type, jamais tranquille, jamais vraiment digne de confiance. » Miss Marple laissa son tricot de côté. C'est curieux, n'est-ce pas, comme on est vite convaincu une fois qu'une idée a germé. Un garçon agité, vu au mauvais endroit, et soudain, tous ses défauts passés ressurgissent comme des preuves. Dolly fronça les sourcils. « Mais tu es sûrement d'accord, Jane, ça a l'air mal parti. » Il refuse de dire qui il attendait. On dirait de la culpabilité, non? Pas forcément, ma chère. Les gens restent silencieux pour de nombreuses raisons. Parfois, ils sont stupides. Parfois, ils protègent quelqu'un d'autre. Et parfois, ils ne réalisent pas l'importance de leur silence. Dolly secoua la tête, sceptique. « J'espère vraiment que tu as tort. Ce serait terrible, quoique commode, que Lionel soit le meurtrier. Mais tu n'as jamais tort, Jane. Surtout pas dans ces cas-là. » Ce soir-là, l'inspecteur Craddock dîne avec le colonel Melchett et passe en revue les faits à haute voix. La victime, Julian Remington, un Londonien dont les liens sont flous mais qui semble familier à certains présents. La scène bibliothèque L. Est. Mort à l'arme blanche, précise et délibérée. Le suspect, Lionel Hawthorne, aperçu à l'extérieur de la bibliothèque, se comporte de manière suspecte et refuse de divulguer le détail de ses déplacements. Le mobile est possible implication financière. L'occasion est claire. Ça a du sens, colonel, vraiment. C'est vrai, acquiesça Melchett avec conviction. Arrêtez le garçon et ce sera fini. Mais Craddock, bien que convaincu, n'était pas encore prêt à franchir le pas. Prudent, il préférait la certitude. Il laisserait à Lionel un jour de plus, peut-être 2, avant de prendre une décision.
Pendant ce temps, dans le calme de son salon, Miss Marple ajoutait un rang à son tricot et réfléchissait. Le village se contenterait peut-être de désigner Lionel comme le coupable. Il semblait presque soulagé d'avoir un nom pour décrire leur peur, mais elle, Jane Marple, n'était pas satisfaite. Il y avait des choses qui ne convenaient pas. Julian Remington était plus qu'un étranger. Il se comportait avec l'assurance de quelqu'un habitué à fréquenter de nombreux milieux. Plusieurs villageois semblaient le connaître, ou du moins le connaître mieux qu'ils ne le voulaient. La familiarité de Madame Larkin, la main tremblante de Madame Gresham, l'étrange excitation des ragots de Madame Price Ridley, tout cela laissait entrevoir des filles encore emmêlées sous la surface. Et il y eut le silence de Lionel, lourd de sens. Un silence non pas de culpabilité, mais de protection ou peut-être de honte. Miss Marple esquissa un léger sourire, le genre de sourire qui apparaît lorsqu'un motif, même ténu, se dessine. Elle savait que l'inspecteur Craddock suivrait la piste évidente. C'était après tout son devoir. Mais elle savait aussi que la vie et le meurtre suivaient rarement la voie évidente. La mascarade était peut-être terminée, mais les masques étaient toujours bien en place. Et Miss Marple, avec sa douce patience, attendait le moment où il glissait. Le lendemain matin, une brume humide s'abattait sur les haies, adoucissant les contours des chaumières et brouillant les pavés. Pour la plupart des villageois, le temps ne faisait qu'accentuer le malaise laissé par ce meurtre masqué. Les saucés passaient. Rideaux restaient tirés plus longtemps que d'habitude. Les conversations étaient étouffées, et partout où l'on allait, le nom de Lionel Hawthorne semblait flotter dans l'air comme une fumée. L'inspecteur Craddock, fidèle à sa nature méthodique, avait commencé à organiser l'arrestation de Lionel, sans toutefois passer à l'action immédiate. Une dernière série de corroborations, déclarations à son sergent. Nous devons vérifier chaque déclaration de témoin à 2 reprises. À Gresham Hall, les grandes salles avaient déjà perdu leur éclat festif. Les costumes gisaient froissés dans les malles. L'odeur du champagne renversé se mêlait à celle de la cire de bougie et le tapis perçant de la bibliothèque, nettoyé malgré une ombre légère, là où Julian Remington avait reposé. Miss Marple était parmi les rares visiteurs autorisés à entrer, après avoir accompagné Dolly Bantry, qui ne put résister à un dernier regard. C'est alors que Miss Marple remarqua quelque chose d'étrange. Pendant que Dolly était occupée à observer les tapisseries du manoir, le regard de Jane se posa sur le tapis. Elle se pencha lentement, ajusta ses lunettes et passa un doigt sur le bord du tapis. La légère empreinte d'un talon attira son attention non pas la lourde semelle d'une chaussure d'homme, mais quelque chose de plus étroit, de plus pointu. « Un talon de dame », murmura-t-elle doucement. « Qu'est-ce que c'est, Jane ?» demanda Dolly, marquant une pause au milieu d'une exclamation à propos des rideaux. « Oh, rien d'important, ma chère », répondit Miss Marple, d'un ton léger. Elle se redressa, rangeant son observation avec la même efficacité discrète qu'elle mettait à tricoter. Dolly, satisfaite de cette réponse, retourna à son admiration pour les lustres de Madame Gresham. Mais pour Miss Marple, c'était vraiment quelque chose. Dans le tourbillon de masques et de déguisements, une femme s'était tenue tout près de la victime au moment de la mort. Une femme dont la chaussure avait laissé cette fine marque, ignorée de tous dans la précipitation et le tumulte. Plus tard dans la journée, l'inspecteur Craddock interroge à nouveau Madame Larkin. Elle était resplendissante, vêtue d'une robe fluide qui semblait n'être qu'un prolongement de son costume de Cléopâtre. « Vraiment, inspecteur », dit-elle avec un soupir affecté, « je vous ai dit tout ce que je sais. J'ai à peine parlé au pauvre monsieur Remington. Nous avons peut-être dansé une fois, je ne m'en souviens plus, mais vous ne pensez tout de même pas que j'ai quoi que ce soit à voir avec cette horrible affaire. » Son ton était indigné, mais Miss Marple, de nouveau présente sous couvert de tenir compagnie à Madame Bantry, remarqua le léger pincement de ses lèvres à l'évocation du nom de Lionel Hawthorne. Les ongles vernis de Madame Larkin frappaient nerveusement sa tasse de thé, trahissant la nervosité que ses paroles tentaient de dissimuler. Pendant ce temps, les rumeurs ne cessaient de s'amplifier au village.
Au Blue Boar, M. Pottle déclara avoir entendu dire que Remington avait autrefois été impliqué dans des affaires douteuses à Londres. Chez le marchand de légumes, Mademoiselle Weatherby confia que Madame Gresham elle-même semblait bien trop familière avec la victime, bien qu'elle prétendait le contraire. Et à la poste, Madame Price Ridley affirma avoir vu quelqu'un, une femme portant un masque à plumes, sortir de l'aile et juste avant le tumulte. Miss Marple écoutait, comme toujours, notant la cohérence de certains détails et les contradictions d'autres. Elle ne contestait jamais, elle encourage simplement une question discrète ici, un accord murmuré là, tirant plus de détails que ses compagnons ne le pensaient. Ce soir-là, de retour dans son confortable cottage, elle repensa à l'empreinte sur le tapis. On supposait toujours qu'un meurtre était un événement grandiose, accompagné de cris, de hurlements et de gestes dramatiques. Mais souvent, ce sont les plus insignifiants détails, l'inclinaison d'une tasse, l'hésitation avant de répondre, l'empreinte d'un coup de feu qui raconte la véritable histoire. Le lendemain, l'inspecteur Craddock rassembla ses notes et annonça au colonel Melchett que l'arrestation de Lionel aurait lieu dans les 24 heures, qu'il refuse de révéler où il se trouvait au moment crucial, déclara Craddock avec fermeté. Nous avons le mobile, l'occasion et son comportement nerveux. C'est insuffisant. Miss Marple, lorsque Dolly lui répéta cette nouvelle au cours du thé, se contenta d'acquiescer. C'était peut-être suffisant pour un inspecteur de police, mais je ne crois pas que cela suffise pour dire la vérité. Dolly haussa les sourcils. « Oh, Jane, tu ressens encore quelque chose, n'est-ce pas? C'est toujours le cas quand quelque chose ne va pas comme il paraît. Dis-moi, qu'est-ce que c'est cette fois ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. On se laisse souvent tromper par ce qu'on s'attend à voir. Un jeune homme nerveux arpentant un couloir paraît coupable parce qu'on s'attend à ce qu'il le soit. Mais la culpabilité, ma chère Dolly, ne se cache pas toujours aussi clairement. Dolly frissonna légèrement malgré le crépitement joyeux du feu. « Tu as l'air plutôt sinistre. Mais qu'en est-il de ce pauvre Lionel? Tu ne penses pas qu'il l'ait vraiment fait, alors? » « Je crois, dit doucement Miss Marple, que Lionel a peur de quelque chose, oui. Mais la peur ne rime pas toujours avec culpabilité. Parfois, elle implique la connaissance. Et parfois, ajouta-t-elle en se rappelant la légère empreinte du talon sur le tapis, ce n'est pas la personne sous les projecteurs qui compte le plus, mais celle qui se tient silencieusement à côté d'elle. Dehors, la brume s'épaississait à nouveau sur le village, engloutissant les chaumières dans ses plis pâles. Dans son salon, Miss Marple laissa tomber son tricot, satisfaite d'avoir aperçu quelque chose qui pourrait bien s'avérer décisif. Ce n'était qu'un détail, à peine perceptible, mais Miss Marple avait appris depuis longtemps que les meurtriers comptent sur les petites choses passées inaperçues. Le bal masqué avait offert à chacun un masque pour se cacher, mais le masque de la tromperie était bien plus fragile qu'on ne le pensait. Et déjà, dans la faible silhouette du talon d'une femme enfoncée dans le tapis de la bibliothèque, une fissure commençait à apparaître. La brume humide de la veille s'était dissipée, laissant St. Mary Mead sous un soleil pâle et glacial qui ne parvenait guère à détendre l'atmosphère. La clarté matinale semblait plutôt aiguiser les soupçons et durcir les opinions. À ce stade, le village avait quasiment condamné Lionel Hawthorne, et la confiance de l'inspecteur Craddock dans l'affaire était telle que les rumeurs d'une arrestation imminente commençaient déjà à se répandre. Pourtant, sous ce récit apparemment simple, un malaise submergeait. Miss Marple, évoluant tranquillement dans les ruelles familières, son sac à tricot au bras sentit le changement d'atmosphère. On évitait le regard un peu trop longtemps. Les mots étaient prononcés avec une désinvolture exagérée, et les rires, lorsqu'ils survenaient, avaient un côté cassant. Jane Marple le savait. Ces petits récits étaient aussi révélateurs que des confessions publiques. À Gresham Hall, Madame Caroline Gresham recevait un flot constant de visiteurs, chacun sous prétexte de sympathie, mais en réalité avide de détails. Au troisième appel de ce genre, ce matin-là, sa patience s'est épuisée. Lorsque Madame Price Ridley insista, elle aussi enthousiasmée par sa connaissance du regretté M. Remington, le masque de grâce et de calme de Madame Gresham s'est effondré. « Je vous assure, dit-elle sèchement,
M. Remington n'était rien de plus qu'une simple connaissance, un gentleman présenté par des amis communs. Prétendre le contraire relève de la médisance. Son accès de colère ne fit qu'attiser la flamme. À son retour sur la grande rue, Madame Price Ridley était convaincue qu'il y avait eu une entente secrète entre Madame Gresham et la victime. En moins d'une heure, l'histoire se transforma en rumeur d'échange de lettres, et à l'heure du thé, quelqu'un au bureau de poste déclara avoir vu Madame Gresham et Remington marcher ensemble des semaines avant le bal. Pendant ce temps, Lionel Hawthorne lui-même était de plus en plus désespéré. Lorsque Miss Marple le rencontra par hasard devant le cimetière, son visage était tiré, sa voix tendue par l'anxiété. « Miss Marple, dit-il brusquement, veut me faire porter le chapeau, mais je ne l'ai pas fait, je le jure. J'attendais dans ce couloir, il s'arrêta, se mordant la lèvre. Non, je ne peux pas le dire. Pas encore, mais ce n'était pas moi. » Miss Marple le regarda de ses yeux clairs comme des oiseaux. « Tu sais, mon cher, la vérité finit toujours par éclater, qu'on le veuille ou non. Les secrets sont peut-être censés protéger, mais parfois ils font bien plus de mal. » Il rougit et marmonna quelque chose d'incohérent avant de s'éloigner précipitamment. Pour Miss Marple, son regard n'exprimait pas la culpabilité, mais celui d'un jeune homme tiraillé entre la peur et le devoir, peut-être même la honte. Ailleurs, le nom de Madame Larkin circulait de plus en plus fréquemment. Son apparition spectaculaire au bal, alliée à son charme indéniable, faisait d'elle un sujet de spéculation sans fin. Certains affirmaient qu'elle et Remington étaient amants depuis longtemps avant le bal masqué. D'autres suggéraient du chantage. L'inspecteur Craddock, bien qu'officiellement concentré sur Lionel, mène une enquête discrète. Lorsqu'il l'interrogea directement, l'humeur de Madame Larkin s'enflamma. « Je ne me laisserai pas calomnier, inspecteur, » déclara-t-elle, les yeux pétillants. « Oui, je connaissais un peu M. Remington. Nous avons dansé 1 ou 2 fois à Londres, rien de plus. Si d'autres choisissent d'imaginer un scandale, c'est leur faute, pas la mienne. » Mais son indignation résonna un peu trop fort, et Miss Marple, assise tranquillement à proximité, fit le tremblement dans ses doigts ornés de bijoux, alors qu'elle soulevait sa tasse de thé. Ce soir-là, Dolly Bantry organisa une petite réunion chez elle, soi-disant pour détourner l'attention des troubles du village. Inévitablement, la conversation revint au meurtre. Le colonel Melchett, aussi direct que toujours, déclara « Écoutez-moi bien, c'est Hawthorne. Ce garçon est un faible, assez faible pour craquer sous la pression. » Fin de l'histoire. Madame Bantry, en revanche, se pencha vers Miss Marple. « Savez-vous, Jane, que je commence à me poser des questions. On dit que Remington n'était pas tout à fait le gentleman qu'il prétendait être. Une histoire d'argent, et peut-être de femme. Cela expliquerait le secret, non ?» Miss Marple, ses aiguilles remuant sereinement, répondit « Les gens se présentent rarement exactement tels qu'ils sont, ma chère. Parfois, ils paraissent meilleurs, parfois pires. Mais toujours, si l'on écoute attentivement, la vérité s'échappe par la plus petite des subtilités. » La réunion fut interrompue par l'arrivée inattendue de Madame Hawthorne, la mère de Lionel. Son visage était pâle et ses yeux écarquillés de détresse. « Mon Lionel est innocent », s'écria-t-elle debout au centre de la pièce, comme si elle mettait quiconque au défi de la contredire. « Il est peut-être agité, voire stupide, mais il ne commettrait jamais un crime aussi odieux. Vous devez tous le constater. » Son éclat laissa la pièce dans un silence gêné, seulement interrompu par la toux embarrassante du colonel Melchett. Miss Marple se leva et prit doucement la main de la femme affolée. « Bien sûr, Madame Hawthorne, » dit-elle doucement. « Aucune mère ne devrait supporter une telle suspicion sans soutien. Asseyons-nous, voulez-vous ? Dans les jours qui suivent, d'autres secrets commencent à faire surface. » Une servante de Gresham Hall, pressée par l'inspecteur Craddock, admit avoir vu M. Remington en conversation chuchotée avec Madame Gresham 1 semaine avant le bal masqué. Une autre servante laissa entendre d'un ton sinistre qu'une lettre portant le sceau distinctif de Remington avait été déposée au manoir le matin du bal. Chaque révélation ajoutait de nouvelles couches de complexité, éloignant les soupçons de Lionel, alors même que la procédure officielle le maintenait dans le viseur de l'inspecteur. Miss Marple,
rassemblant ces fragments à sa manière silencieuse, vit les contours d'un puzzle se dessiner. L'empreinte d'un talon de femme à côté de la victime, une lettre que personne n'admettait avoir reçue, le silence désespéré d'un jeune homme, tout cela formait un motif. Mais l'identité de la main qui avait guidé la lame fatale restait cachée derrière les masques de la bienséance et de la peur. Un soir, alors qu'elle posait son tricot, Miss Marple songea que la vérité dans les affaires humaines était rarement simple. Elle était tortueuse, dissimulée sous l'orgueil, la vanité et les petites tromperies que les gens se faisaient à eux-mêmes autant qu'aux autres. Et à St. Mary Mead, sous le rythme familier de la vie villageoise, ces tromperies commençaient à se dévoiler. La mascarade s'était terminée dans le sang, mais son esprit persistait. Derrière chaque salutation polie, chaque sourire forcé, chaque déni véhément, se cachait l'ombre de secrets attendant d'être révélés. Les jours qui suivent la défense passionnée de son fils par Madame Hawthorne n'apportèrent aucun répit au village. La police poursuit son travail avec une détermination tranquille, et les rumeurs se répandirent à chaque coin de rue comme du lierre grimpant sur un mur. Il semblait que les soupçons changeaient presque d'heure en heure, d'abord Lionel, puis Madame Larkin, puis Madame Gresham. Mais pendant tout ce temps, l'inspecteur Craddock maintenait que Lionel restait le coupable le plus probable. Et puis vint le deuxième choc. C'est par un après-midi gris, alors que les nuages bas et lourds couvraient le village, que la nouvelle d'un cambriolage à Gresham Hall se répandit. Une femme de chambre découvrit le bureau saccagé, les tiroirs ouverts, des papiers éparpillés sur le tapis. Madame Gresham, pâle et tremblante, déclara que rien de vraiment précieux n'était là. Manquant mon argent, pas de bijoux. Pourtant, un objet en particulier, admit-elle à contre-cœur, était introuvable. Une lettre écrite par Julian Remington, remise quelques jours seulement avant le bal masqué. Le visage de l'inspecteur Craddock devint grave, tandis qu'elle parlait. « Que contenait cette lettre, Madame Gresham ? » ?»« Ce n'était pas grave, balbutia-t-elle. Juste un mot d'acceptation de mon invitation, formulé en termes plutôt flatteurs, parfaitement inoffensifs. Alors pourquoi le garder dans un tiroir fermé à clé ? Madame Gresham rougit. On ne souhaite pas que de telles choses traînent, inspecteur. Les gens ont tendance à mal interpréter. Je ne voulais pas alimenter les ragots du village. Son explication paraissait raisonnable en apparence, mais pour Miss Marple, qui se tenait discrètement près de l'âtre, les doigts tremblants de la femme trahissaient plus que de la gêne. Une lettre de Remington, aujourd'hui disparue, suggérait un lien plus profond que Madame Gresham ne voulait l'admettre. Le cambriolage fait à nouveau jaser. Au Blue Bar, M. Pottle déclara que le meurtre était lié à du chantage. Chez l'épicier, Mademoiselle Weatherby murmura que Remington avait sûrement été un homme de secret et que quelqu'un l'avait tué pour les garder secrets. Le soir, on affirma avec assurance à la poste que Madame Gresham avait été menacée par Remington, et la lettre disparue en était la preuve. La situation critique de Lionel Hawthorne fut brièvement oubliée dans l'effervescence, mais pas pour longtemps. Le colonel Melchett, qui rendit visite à l'inspecteur Craddock le lendemain matin, fut direct. « Tu as déjà trouvé ton homme, Craddock. Ne te laisse pas distraire par cette histoire de lettres manquantes. Hawthorne est coupable de cambriolage, une tentative maladroite pour te faire perdre la piste. » Craddock hocha la tête, mais moins fermement qu'avant. « Peut-être. Pourtant, cela complique les choses, colonel. Si cette lettre contenait quelque chose d'assez dangereux pour justifier un meurtre, alors le champ des suspects s'élargit considérablement. » Au milieu de ces débats, un autre événement curieux se produisit. Madame Larkin, qui avait jusque-là conservé une dignité farouche, fut découverte chez elle, au bord de l'évanouissement. Un voisin, accourant avec une théière empruntée, la trouva assise à sa coiffeuse, pâle comme un parchemin, serrant contre lui un petit écrin de velours. À l'intérieur se trouvait un collier d'émeraudes et de diamants, d'une finesse surprenante, un genre de bijou rare à St. Mary Mead. Interrogée par l'inspecteur Craddock, Madame Larkin affirma les lèvres tremblantes que le collier n'avait rien à voir avec M. Remington. Pourtant, ces protestations pèsent peu face aux rumeurs selon lesquelles elle avait été sa maîtresse et que les bijoux étaient un cadeau. Miss Marple,
apprenant plus tard la découverte par Dolly Bantry, réfléchit en silence. Des bijoux, une lettre disparue, un cambriolage et un meurtre, tout cela s'entremêlait dans un mystère. Elle se souvint de la faible empreinte du talon de la dame sur le tapis et se demanda, une fois de plus, si la vérité résidait moins dans des passions violentes que dans des arrangements soigneusement dissimulés. Ce fut le 3e soir après le cambriolage que le village reçut son plus grand choc. On cria dans la rue principale que quelqu'un s'était effondré devant le bureau de poste. Les villageois se précipitèrent pour découvrir Madame Price Ridley, gisant au sol immobile. Elle fut transportée jusqu'au cottage le plus proche, où un médecin fut immédiatement appelé. Son verdict fut rapidement empoisonné. Pas assez pour la tuer, Dieu merci, déclaratif, mais assez pour la rendre vraiment malade. Une sorte de teinture s'était glissée dans son chéri du soir. Le village, déjà en proie à une vive tension, s'est alarmé. Un autre crime, sitôt après le meurtre masqué. Certains murmuraient que Madame Price Ridley en savait trop. D'autres suggèrent qu'elle avait été prise pour cible uniquement à cause de son goût pour les ragots et de sa langue acérée qui lui avait finalement valu la main d'un ennemi. L'inspecteur Craddock, furieux de cette complication, déclara qu'il ne laisserait pas l'hystérie obscurcir son jugement. Il ne s'agit pas d'un crime distinct, insistait auprès du colonel Melchett. Tout est lié, la même main est derrière les deux. Quelqu'un craint que Madame Price Ridley ne révèle quelque chose. Le colonel Melchett secoua la tête. Ou alors quelqu'un s'était simplement lassé de son bavardage. Ce ne serait pas la première fois qu'une telle pensée lui traversait l'esprit dans ce village. Hein, Craddock? Miss Marple, qui s'était discrètement rendue au chevet de Madame Price Ridley pour lui apporter un petit bouquet de fleurs, était d'un autre avis. Elle écoutait avec attention les divagations de la malade, délirante, mi-indignée, et gardait chaque phrase étrange pour y réfléchir plus tard. Une remarque ressortait des plumes. J'ai vu les plumes près de la porte. Qu'on ne dise pas que je les ai imaginées. C'était une chose curieuse à laquelle s'accrocher, au milieu d'un empoisonnement. Mais Miss Marple, qui avait une mémoire infaillible pour les petites particularités, la conserva précieusement. Elle savait pertinemment que les plus infimes détails, des plumes sur un masque, l'angle d'une chaussure, l'absence d'une lettre, étaient rarement aussi insignifiants qu'il le paraissait. À la tombée de la nuit, le village de St. Mary Mead est saisi par la peur. Un inconnu avait été assassiné. Une dame avait failli être empoisonnée. Et les secrets semblaient se multiplier à chaque heure qui passait. La mascarade, censée être une nuit de gaieté, était devenue une scène sinistre, où se jouaient de nouvelles intrigues. Et Miss Marple, sereine dans son petit salon, assemblait tranquillement chaque fragment, attendant le moment où les masques tomberaient enfin. La tentative d'empoisonnement de Madame Price Ridley avait semé un malaise à St. Mary Mead, que même les commères les plus endurcis ne pouvaient dissimuler sous une bravade. Ce qui avait autrefois semblé un acte de violence singulier, l'agression de Julian Remington lors du bal masqué, s'inscrivait désormais dans un tableau plus sombre. Le meurtre ne s'était pas contenté d'une seule victime. La peur pesait plus fort sur chaque pas de porte, et la suspicion devenait aussi épaisse que le brouillard d'automne, qui s'installait désormais chaque nuit sur les ruelles du village. L'inspecteur Craddock, la main déterminée, poursuivait chaque nouvelle piste avec une vigueur renouvelée. Pourtant, plus il creusait, moins le sol lui semblait solide. Le cambriolage de Gresham Hall, la lettre disparue, le collier en possession de Madame Larkin, et maintenant l'empoisonnement, semblaient tous pointer dans une direction différente. Dispersant son enquête comme des feuilles mortes dans une tempête, Miss Marple, au contraire, tricotait sereinement dans son cottage, ses aiguilles scintillant doucement à la lumière de la lampe. Aux yeux d'un passant, elle semblait absorbée par le fil et les motifs. Mais ceux qui la connaissaient, le mieux Dolly Bantry, par exemple, reconnaissaient l'éclat dans ses yeux bleus, signe que son esprit triait et priait en silence, décortiquant des bribes de comportement humain jusqu'à ce qu'une image émerge. C'est Dolly qui a exprimé ce que beaucoup pensaient lorsqu'elle a fait irruption dans le salon de Miss Marple un après-midi. Jane,
C'est tout simplement intolérable. Dire que quelqu'un a tenté d'empoisonner Madame Price Ridley, alors que Dieu sait qu'elle en a dit assez pour se faire 1 ou 2 ennemis. Mais sérieusement, Jane, et s'ils essayaient? Et si la prochaine personne n'avait pas cette chance? Miss Marple posa ses aiguilles et versa une tasse de thé à Dolly. « Ma chère Dolly, tu as tout à fait raison de t'inquiéter. Mais c'est précisément dans ces moments-là que les gens commencent à se montrer. Quand un masque tombe, c'est rarement volontaire. Il faut simplement être assez patient pour le remarquer. » Dolly cligna des yeux. « Tu veux dire que tu sais qui c'est? »« J'ai une idée, » dit doucement Miss Marple. « Mais il ne faut jamais agir sur la seule foi d'une idée. Non, Dolly, il faut en être absolument sûr. » C'est avec cette idée en tête que Miss Marple entreprend son test discret. Elle avait appris depuis longtemps que les criminels, aussi intelligents soient-ils, ne peuvent réprimer totalement leurs instincts. Un mot bien placé, un petit coup de pouce et ils se révèlent. L'occasion se présenta lorsque Madame Gresham invita une petite réception au manoir, sous prétexte de rétablir la normalité. « Ne nous laissons pas dominer par la peur », déclara-t-elle courageusement, même si ses mains tremblaient en préparant le service à thé. Étaient présents Madame Larkin, le colonel Melchett, l'inspecteur Craddock, Dolly Bantry et Miss Marple elle-même. Lionel Hawthorne avait été excusé, même si son nom résonnait dans toutes les conversations. Ils étaient assis dans le salon, le feu crépitant, les tasses s'entrechoquent délicatement contre les soucoupes. La conversation était tendue, car personne ne pouvait complètement éviter le sujet du meurtre, même si l'on s'efforçait de le masquer sous le sceau de la civilité. C'est alors que Miss Marple, avec sa douceur habituelle, osa une remarque qui était à la fois oisive et délibérée. C'est curieux, n'est-ce pas, de voir comment les gens se souviennent de ce qu'ils souhaitent dans de tels moments. Une dame que je connaissais jurait avoir vu des plumes éparpillées près d'une porte, tandis que d'autres affirmaient qu'il n'y en avait aucune. La mémoire est tellement sélective. Ces paroles furent accueillies par des hochements de tête polis. Pourtant, le regard de Miss Marple, bien que baissé avec pudeur sur son tricot, se porta rapidement sur Madame Larkin. Et là on remarqua un léger raidissement des épaules, une respiration brusque qu'elle tenta de dissimuler en levant sa tasse. « Des plumes », répéta le colonel Melchett d'un ton bourru. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de plumes? »« Oh, rien d'important, » dit Miss Marple d'une voix douce. « Simplement une vieille affaire de paroisse. Pourtant, il est remarquable de voir à quel point ces petits détails restent gravés dans la mémoire. Je me souviens d'un cas, dans notre village même, où toute l'affaire avait tourné autour d'une plume de chapeau de dame, complètement oubliée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Son ton était innocent, mais ses paroles étaient réfléchies. De nouveau, la main de Madame Larkin trembla légèrement lorsqu'elle reposa sa tasse. L'inspecteur Craddock l'avait également remarqué, mais sans pouvoir l'interpréter. Il se pencha en avant. « Vous semblez mal à l'aise, Madame Larkin. Les plumes vous rappellent-elles quelque chose ?» Madame Larkin rit trop vite. « Absurde, inspecteur. Une idée absurde, tout simplement. » La réunion continua, mais Miss Marple en avait assez vu. Elle n'avait pas encore démasqué le meurtrier, mais elle avait confirmé ses soupçons. Madame Larkin, malgré ses protestations, en savait plus sur cette nuit-là qu'elle ne l'admet. Reste à savoir s'il s'agissait de culpabilité ou de peur, mais la réaction avait été sincère, spontanée et révélatrice. Plus tard, tandis que les invités partaient, Miss Marple s'attarda près de l'âtre, ses aiguilles cliquetant encore doucement. Elle songea que les criminels ressemblaient un peu à ces modèles de tricot. Une maille lâchée pouvait passer inaperçue pendant des rangs, mais elle finissait par laisser un trou qu'aucun travail d'ingéniosité ne pouvait masquer. Madame Larkin avait lâché une maille, et Miss Marple comptait bien suivre le fil jusqu'à ce que le modèle soit entièrement clair. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle dans la pénombre, Miss Marple passa devant la maison de Lionel Hawthorne. Elle l'aperçut par la fenêtre, arpentant la maison avec agitation, sa mère assise à proximité, les mains jointes sur ses genoux. Le garçon semblait tourmenté, mais Miss Marple se sentait sans doute coupable de meurtre. Elle continua, l'air frais lui caressant les joues. Le village semblait plus calme que d'habitude, comme s'il retenait lui aussi son souffle attendant.
Les secrets avaient été réveillés par la mascarade, et maintenant ces secrets affleurent à la surface, luttant pour rester cachés. Mais Miss Marple le savait. Les secrets avaient tendance à s'échapper dans les moments les plus ordinaires, un mot autour d'une tasse de thé, un regard inopportun, un tremblement de la main. Son épreuve avait porté ses fruits. La mascarade d'innocence vacillait. La révélation finale approchait, et Miss Marple, toujours patiente, serait prête le moment venu. Le village de Saint Mary, Mead était plongé dans un silence pesant. Les jours qui suivirent le rassemblement de Gresham Hall. La tentative d'empoisonnement de Madame Price Ridley pesait encore lourdement sur les conversations, même si, avec son obstination habituelle, elle déclarait depuis son lit de malade ne s'être jamais sentie aussi bien. Rares étaient ceux qui la croyaient. La plupart sentaient une ombre planer sur la Grand-Rue et les chaumières alentours, comme si la mascarade s'était infiltrée dans la vie quotidienne. Masques et déguisements façonnant encore chaque interaction. L'inspecteur Craddock, malgré son apparente vivacité, se sentait de plus en plus troublé. Les preuves contre Lionel Hawthorne, autrefois si convaincantes, semblaient s'affaiblir à chaque nouveau développement. Le cambriolage, la lettre disparue, les bijoux, rien de tout cela ne reliait clairement Lionel. Et pourtant son silence demeurait suspect. Pragmatique jusqu'à l'extrême, l'inspecteur répugnait à lâcher prise sur le seul suspect répondant aux critères conventionnels de la culpabilité. Miss Marple, cependant, était bien moins troublée par les modèles conventionnels. Elle avait vécu assez longtemps pour constater combien ils étaient facilement trompeurs. Aussi, à sa manière silencieuse, continuait-elle d'observer, d'écouter et de réfléchir. La faible empreinte du talon d'une femme sur le tapis de la bibliothèque ne l'avait jamais quittée, pas plus que le tremblement de Madame Larkin à l'évocation des plumes. Pendant ce temps, les villageois s'emparaient de chaque nouvelle rumeur, avec un appétit renouvelé. À la poste, Mademoiselle Wetherby affirme avoir vu Lionel chuchoter avec Madame Larkin quelques jours avant le bal. Au Blue Bar, Monsieur Pottle déclara que Julian Remington avait eu des démêlés avec la justice, sans pouvoir préciser de quel genre. Madame Hartnell, pour ne pas être en reste, affirma que Madame Gresham avait reçu d'étranges colis de Londres ces derniers mois. Dolly Bantry, qui avait pris sur elle de fournir à Miss Marple les meilleurs extraits, arriva au cottage un après-midi complètement essoufflée. « Ma chère Jane », s'écria-t-elle en s'installant dans son fauteuil avec un bruit sourd, « ça devient de plus en plus étrange. On dit que Madame Larkin s'est évanouie au marché hier, s'effondrant simplement devant tout le monde. Certains pensent que c'était de la culpabilité, d'autres que c'était le stress. Qu'en pensez-vous » Miss Marple servit une tasse de thé à son amie avant de répondre. « On s'évanouit pour de nombreuses raisons, Dolly. Parfois pour attirer l'attention, parfois par peur, parfois par faim. Mais s'évanouir ne signifie pas nécessairement innocence ou culpabilité. Cela signifie simplement que l'on a atteint les limites de ce qu'on peut supporter. » Dolly soupira, mi-frustré, mi-admiratif. « Tu vois toujours au-delà de ce que nous racontons tous. J'aimerais tellement que tu me dises simplement qui c'est. » « Ce serait très prématuré, dit doucement Miss Marple. Il faut être absolument sûr de soi, et il faut laisser aux gens l'espace de se révéler. Ils le font toujours, si on est assez patient. Cette patience fut récompensée plus tôt que prévu. Un jour après l'effondrement de Madame Larkin, l'inspecteur Craddock découvrit un fait révélateur. Julian Remington était lourdement endetté, et plusieurs de ses riches connaissances affirmèrent qu'il avait fait allusion à un arrangement généreux pour les régler prochainement. Il s'avéra que l'une de ses connaissances était Madame Gresham. Face à cette confrontation, elle pâlit. « Il m'a bien écrit, oui », admit-elle, les mains jointes et desserrées avec agitation. « Mais ce n'était pas du chantage, inspecteur, je vous le jure. » Elle s'interrompit, jetant un coup d'œil à Miss Marple, assise tranquillement non loin de là, ses aiguilles cliquetant à un rythme calme. « C'était quoi, Madame Gresham ?» insista Craddock. Madame Gresham leva le menton avec un effort de dignité. « Il l'admirait, inspecteur. Il me l'avait clairement fait savoir. Mais il n'y avait rien d'inconvenant. J'ai gardé la lettre sous clé, car j'avais peur, j'avais peur du qu'en dira-t-on. » Sa réponse ne fut pas entièrement satisfaisante, mais elle suffisait pour le moment.
Pourtant, elle accentua le malaise qui envahissait désormais la salle. Si Remington avait effectivement concentré son attention sur Madame Gresham, qui d'autre aurait-il pu piéger? La situation de Lionel Hawthorne s'aggrava à mesure que les rumeurs concernant sa dette se multipliaient. Sa mère, le visage marqué par l'inquiétude, rendit visite à Miss Marple. « Vous le croyez innocent, n'est-ce pas, Miss Marple ?» demanda-t-elle avec sérieux. « Vous le croyez. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. C'est mon fils unique. Quelles que soient ses bêtises, ce n'est pas un meurtrier. » Miss Marple lui tapota doucement la main. « Je crois que Lionel n'est pas coupable de ce crime, Madame Hawthorne. Mais croire ne suffit pas. Nous devons attendre que la vérité éclate. Et elle éclatera plus tôt que vous ne le pensez. » Le lendemain soir, une autre petite réunion fut organisée à Gresham Hall, en partie pour rétablir un semblant de normalité, en partie pour permettre au cercle de suspects de répondre facilement aux questions de l'inspecteur Craddock. Le salon, bien qu'élégant, semblait tendu, le feu crépitant trop fort, les silences entre les conversations trop longs. Miss Marple, de nouveau assise avec son tricot, attendit le moment opportun. Puis, avec le même ton doux qu'elle aurait pu employer pour discuter du prix des œufs, elle dit « C'est curieux, n'est-ce pas, comme les plus petites choses sont les plus difficiles à cacher. Une empreinte de pas sur un tapis, une plume accrochée à une porte, une lettre égarée. On pourrait les croire insignifiantes, et pourtant elles marquent une pause, levant les yeux juste assez longtemps pour croiser ceux de Madame Larkin. Le visage de la femme se crispa, le rouge lui montant aux joues. Elle se leva trop vite, renversant un peu de thé. « Franchement, Miss Marple, dit-elle d'une voix cassante, on pourrait croire que vous aimez jouer avec les nerfs des gens. Je suis vraiment désolée, dit Miss Marple d'un ton doux, reportant son attention sur son tricot. Je n'avais pas l'intention de vous affliger, mais dans cette brève explosion de colère, la pièce sembla basculer. L'aplomb de Madame Larkin, si soigneusement préservé, s'était effondré. Même l'inspecteur Craddock, habitué aux observations détournées de Miss Marple, en comprit l'importance. Après le départ des invités, il se tourna vers elle. « Vous avez quelque chose en tête, n'est-ce pas, Miss Marple? Vous y avez mené votre vie. » Miss Marple sourit faiblement. « Pas encore, inspecteur, mais très bientôt. Encore un point, et le motif sera terminé. » Tandis qu'elle rentrait chez elle par les ruelles tranquilles, la lune pâle se levant au-dessus des haies, Miss Marple songea que la mascarade touchait à sa fin. Les masques tombaient, et le véritable visage du meurtrier était sur le point d'être révélé. Mais pour l'instant, elle attendrait, patiemment comme toujours, jusqu'à ce que vienne le moment où toute dissimulation serait impossible. Le froid du début de soirée s'abattit lourdement sur St. Mary Mead, apportant avec lui le silence d'un village en attente de réponse. Pendant près d'une semaine, le meurtre de la mascarade avait captivé chaque salon, chaque boutique et chaque porte. Les théories avaient surgi et s'étaient effondrées au rythme des ragots, mais rien n'avait acquis de certitude. Puis la rumeur se répandit que l'inspecteur Craddock avait convoqué tous les principaux invités de la mascarade à se rassembler à nouveau à Gresham Hall. La nouvelle se répandit aussi vite que le font toujours les rumeurs. Lorsque les lampadaires furent allumés sur High Street, tout le village savait qu'une conclusion était imminente. À l'intérieur du hall, le grand salon avait été préparé non pas pour les festivités cette fois, mais pour la confrontation. Le feu flamboyait dans la cheminée, mais il n'apportait guère de chaleur à l'atmosphère. Madame Gresham était assise, raide sur un canapé, pâle mais déterminée. Le colonel Melchett se tenait près de la cheminée, les bras croisés, le visage grave et rougeau. Madame Larkin, éblouissante malgré sa détresse, se tenait droite, les mains jointes sur ses genoux. Lionel Hawthorne, pâle et agité, s'appuyait contre le mur, sa mère assise anxieusement à côté de lui. Et dans un coin, discret comme toujours, Miss Marple, son tricot soigneusement plié sur ses genoux, ses yeux bleus doux mais vigilants. L'inspecteur Craddock se leva, l'air sérieux. « Nous sommes réunis ici, » commença-t-il, « pour vous présenter les résultats de notre enquête sur la mort de M. Julian Remington. L'affaire a été compliquée par des rumeurs, des demi-vérités et des secrets. Mais il est temps de faire tomber les masques.
Le mot masque flottait dans l'air, rappelant la mascarade qui avait tout déclenché. Madame Gresham tressaille. Madame Larkin serra les lèvres. Lionel s'agita, mal à l'aise. Craddock consulta ses notes. Au début, les soupçons se portèrent naturellement sur M. Lionel Hawthorne. On l'observa près de la bibliothèque, incapable de fournir une explication satisfaisante à ses déplacements. Il avait des dettes, et ses manières n'inspirent guère confiance. Pourtant, une enquête plus approfondie révéla que, si le silence de M. Hawthorne est suspect, il n'est pas criminel. Il attendait, comme nous l'avons confirmé depuis, un entretien privé avec Madame Larkin. Lionel devint rouge écarlate. Le visage de Madame Larkin reste impassible. Craddock poursuivit. Le cambriolage au manoir, la lettre disparue, la découverte de bijoux précieux en possession de Madame Larkin, tout cela semblait élargir le cercle des soupçons. Pourtant, un fait apparemment insignifiant s'est révélé décisif. Et ici, je dois céder la parole à Mademoiselle Marple, dont les observations ont été des plus utiles. Tous les regards se tournèrent vers la vieille fille, qui inclina modestement la tête. Elle ne se leva pas, mais sa voix, bien que douce, résonna clairement à travers la pièce. « Voyez-vous, commença-t-elle, on peut bien dissimuler beaucoup de choses avec des masques et des rires, mais la nature humaine est plus difficile à dissimuler. Dès le début, j'ai remarqué une petite empreinte sur le tapis, près de l'endroit où M. Remington était tombé. C'était la marque du talon d'une dame, étroite et pointue. Sur le moment, cela semblait sans importance, car les dames étaient partout ce soir-là. Mais ces petites choses ont leur importance. Son regard se posa brièvement sur Madame Larkin, dont les mains se resserrèrent imperceptiblement. Plus tard, poursuivit Miss Marple, lorsque la pauvre Madame Price Ridley fut empoisonnée. Elle parla des plumes qu'elle avait vues près de la porte. D'autres attribuèrent cela au délire. Pourtant, je me souvenais du masque à plumes porté par Madame Larkin ce soir-là. Des plumes et un talon marquent deux petites choses, facilement négligées, mais qui ensemble sont très révélatrices. Un murmure parcourt la pièce. Madame Larkin émit un rire cassant. Franchement, Mademoiselle Marple, on ne peut pas monter un dossier sur une empreinte de pas et une plume. L'inspecteur ne prend sûrement pas cela en considération. L'expression de Miss Marple reste sereine. Oh non, ma chère, ce n'est pas une preuve. Mais ce sont des indices. Des indices qui, combinés à d'autres, forment un tableau. M. Remington était un homme endetté, certes, mais aussi charmant. Il flattait, harcelait, peut-être même menaçait. La lettre manquante, Madame Gresham, vous était adressée. Vous vouliez protéger votre réputation, et vous l'avez donc mise sous clé. Mais vous ne l'avez pas tuée. Votre nervosité trahissait la gêne, non la culpabilité. Madame Larkin, cependant, avait plus à perdre. Les bijoux que vous détenez provenaient bel et bien de M. Remington. C'étaient des cadeaux que vous craigniez que d'autres ne découvrent. Au bal, il vous a pressé, menaçant peut-être de révéler votre relation si vous ne cédiez pas à ses exigences. Vous l'avez rencontré à la bibliothèque. Il a poussé les choses trop loin. Et à cet instant, par passion ou par peur, vous avez frappé. Le silence qui suivit fut pesant, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Les yeux de Madame Larkin lancèrent des éclairs. Ridicule, complètement ridicule. Tu es une vieille femme qui raconte des histoires. Mais alors même qu'elle parlait, sa voix tremblait. L'inspecteur Craddock s'avança d'un ton ferme. « Nous avons trouvé des traces de sang sur l'un de vos gants, Madame Larkin. Vous avez dit que cela provenait d'un verre brisé. Mais maintenant, grâce aux observations de Mademoiselle Marple, nous en savons plus. Allez-vous continuer à le nier ?» Madame Larkin se leva brusquement, son sang-froid s'effondrant. « Il ne m'a pas laissé le choix !» s'écria-t-elle. « Il m'aurait ruiné, aurait sali mon nom et détruit tout ce que j'avais. Je ne pouvais pas me permettre ça. » Sa voix se brisa et elle se laissa retomber sur sa chaise, le visage pâle, les mains tremblantes. La pièce sembla s'exhaler d'un coup. Madame Gresham se couvre le visage de ses mains. Madame Hawthorne, soulagée, serra le bras de Lionel. Le colonel Melchett murmura quelque chose à propos des femmes et de leur tempérament. Miss Marple, calme comme toujours, joignit les mains sur ses genoux. « Ce sont toujours les petites choses qui comptent, » dit-elle doucement. Il faut les regarder, car elles trahissent là où les apparences ne trahissent pas.
Une plume, une empreinte de pas, une main tremblante. Tout cela nous dit la vérité quand tout le reste est obscur. L'inspecteur Craddock s'éclaircit la gorge. « Madame Larkin, je dois vous mettre en état d'arrestation pour le meurtre de Julian Remington. » Les formalités suivirent, lourdes d'inéluctabilité. Madame Larkin, dont la beauté s'était estompée mais la fierté intacte, fut emmenée. L'assemblée se dispersa lentement, chacun subjugué par la conscience que sous l'éclat de la mascarade se cachait la fragilité, la peur et le désespoir humain. Miss Marple, rentrant chez elle sous le calme des étoiles, réfléchissait avec son calme habituel. La nature humaine, songea elle, était partout la même orgueil et vanité, peur et faiblesse, amour et folie. Ces choses égarent les gens, aussi sûrement à Sainte Mary Mead que dans le vaste monde. Et bien que la mascarade fût terminée, elle savait pertinemment que la vie au village reprendrait bientôt son cours normal. Les ragots persisteront, bien sûr, mais les masques seront déposés et les haies refleuriront en leur saison. Elle seule garderait le secret en silence, de la facilité avec laquelle une plume et une empreinte de pas avaient démasqué un meurtrier. La nouvelle de la confession de Madame Larkin se répandit dans St. Mary Mead avec l'inévitable aube, portée de porte en porte plus vite que le courrier lui-même. Le lendemain matin, au petit déjeuner, rares étaient les foyers qui ignoraient les détails, enjolivés ou non, de la façon dont la charmante dame aux airs étrangers avait frappé Julian Remington dans la bibliothèque de Gresham Hall. Pour beaucoup, cette révélation fut à la fois un choc et un soulagement. Choc, car Madame Larkin semblait au-dessus de tout soupçon, son assurance et sa beauté constituant une armure que peu de gens pensaient percer. Soulagement, car l'ombre du doute s'était levée sur Lionel Hawthorne, qui avait essuyé le poids d'accusations murmurées pendant bien trop longtemps. Pourtant, à St. Mary Mead, le soulagement n'était jamais sans mélange. Il se mêlait à une pointe de déception, la solution n'étant pas aussi simple qu'il l'aurait souhaité. À la poste, Mademoiselle Wetherby déclara avec insistance qu'elle avait toujours soupçonné Madame Larkin, même si son souvenir du moment précis où ses soupçons avaient surgi changeait à chaque récit. Au sanglier bleu, M. Pottle jura avoir reconnu une lueur dangereuse dans son regard dès le premier instant. Madame Price Ridley, toujours alitée mais se rétablissant rapidement, raconta à qui voulait l'entendre qu'elle avait bel et bien aperçu des plumes près de la porte de la bibliothèque et que son sens de l'observation avait contribué à résoudre le crime. Miss Marple, entendant ces récits, tandis qu'elle se promenait tranquillement dans le village, ne chercha pas à les corriger. Elle savait pertinemment comment les histoires naissaient au fil des récits, et elle ne souhaitait pas s'en attribuer le mérite. Elle se contentait de laisser les villageois tisser leurs propres récits. C'était après tout dans leur nature. Au presbytère, Madame Clément a exprimé sa détresse, a bien y penser. Une telle élégance, un tel raffinement, et pourtant capable d'une chose aussi épouvantable. Cela bouleverse profondément notre vision du monde. Le révérend qui avait passé sa matinée à rédiger un sermon sur l'humilité hocha gravement la tête. Cela me rappelle, ma chère, que les apparences sont souvent trompeuses. Il faut regarder au fond des choses. L'inspecteur Craddock, quant à lui, sentit un poids se libérer de ses épaules. Bien qu'il ait initialement privilégié Lionel comme suspect, il eut la sagesse d'accepter les conseils de Miss Marple, sans vanité. Dans son rapport, il nota avec une satisfaction professionnelle le rôle décisif joué par les observations d'une dame. Il n'en dit pas plus, mais sa gratitude est manifeste lorsqu'il fait une halte au cottage de Miss Marple avant de partir pour le quartier général. « Vous avez un don rare, Miss Marple, » lui dit-il en inclinant respectueusement la tête. « J'ai peut-être négligé les petits détails que la plupart des hommes remarqueraient. Mais vous les voyez et surtout, vous en comprenez le sens. » Miss Marple sourit doucement, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. « Il suffit de connaître la nature humaine, inspecteur. Elle est partout la même, que ce soit dans un petit village ou dans les salons londoniens. Les gens se trahissent par la plus infime des infimes détails. Il suffit de s'en apercevoir. Lionel Hawthorne, désormais libéré de tout soupçon, trouva le village à la fois plus clément et plus dur. Si certains le félicitèrent pour son innocence,
D'autres lui reprochent discrètement de ne pas avoir parlé plus tôt de sa rencontre avec Madame Larkin. Il la supporta avec toute la dignité dont il était capable, même si sa mère, Madame Hawthorne, s'empressa de déclarer à qui voulait l'entendre que son fils avait été injustement calomnié et qu'il s'en remettrait. Madame Gresham, bien que innocente, ne s'en sort pas indemne. La lettre manquante et ses 2 démentis enthousiastes avaient laissé des rumeurs, et elle s'était quelque peu retirée de la société villageoise pendant un temps. Elle parla courageusement d'organiser une autre réunion à Gresham Hall au printemps, même si l'on ignorait si quelqu'un y assistait, avec le même enthousiasme. Quant à Madame Larkin, elle fut emmenée sous bonne garde, ses bijoux confisqués, sa prestance arrachée aussi vite que sa liberté. Certains la plaignirent, se rappelant le désespoir dans sa voix lorsqu'elle criait que Remington l'aurait ruinée. D'autres n'éprouvèrent aucune compassion, déclarant qu'elle avait vécu trop librement, s'habillait avec trop d'audace et se comportait avec trop d'orgueil. À St. Mary Mead, ceux qui vivaient différemment échappent rarement au jugement. La vie au village, cependant, reprend bientôt son rythme régulier. L'étal de l'épicier était de nouveau rempli de pommes. La queue à la poste discutait colis et pensions, et le vicaire préparait son sermon. Pourtant, sous le bourdonnement ordinaire de la vie quotidienne, un malaise persistait. Le souvenir de la rapidité avec laquelle la gaieté avait basculé vers la tragédie, de la facilité avec laquelle la confiance pouvait être brisée derrière un masque peint. Dolly Bantry, qui n'est jamais du genre à retenir ses pensées, l'a exprimé au mieux lorsqu'elle a rendu visite à Miss Marple un après-midi. « Je dois dire, Jane, que ça me perturbe. Imaginer un meurtre commis au beau milieu des rires et de la danse, ça donne envie de regarder à 2 fois chaque visage souriant. N'est-ce pas? C'est bien beau maintenant qu'on sait qui a commis le crime. Mais je ne peux m'empêcher de penser que ça pourrait se reproduire. » Miss Marple versa le thé, l'air pensif. « Ma chère Dolly, il ne faut pas trop laisser de telles choses troubler sa paix intérieure. Le meurtre est effroyable, certes, mais il n'est pas mystérieux en soi. Il naît des mêmes pulsions que nous observons tous les jours, l'avidité, l'orgueil, la jalousie, la peur. C'est juste que chez la plupart des gens, ces pulsions sont contenues. Elles ne dégénèrent que rarement en violence. Ce qui s'est passé lors de la mascarade était tragique, mais aussi tout à fait humain. » Dolly frissonna légèrement. « Tu as vraiment une façon de dire les choses, Jane. On se demande combien de masques nous portons tous. » Miss Marple sourit faiblement. « Nous en portons tous, ma chère. Mais la plupart sont plutôt inoffensifs. Ce n'est que lorsque la peur ou le désespoir poussent une personne à s'accrocher trop fermement à son masque que les ennuis surviennent. C'est alors que les fissures apparaissent. » À la tombée de la nuit, Miss Marple retourna à son tricot près de la fenêtre. Le village était silencieux, la fumée des cheminées s'élevant en fines volutes dans la pénombre. Elle repensa aux événements de la semaine écoulée, les rires du bal masqué, les cris dans la bibliothèque, les ragots qui avaient enflé et déferlé comme une marée, et enfin la certitude tranquille de la vérité révélée. C'était, à sa manière, un drame joué sur la petite scène de St. Mary Mead, aussi intense et révélateur que n'importe quel théâtre. Les acteurs avaient porté leurs masques, certains par gaieté, d'autres par peur, d'autres encore par fierté. Et finalement, c'était un infime détail, une plume, une empreinte de pas, une main tremblante qui avait arraché le masque. Miss Marple plia son tricot et le mit de côté avec un léger soupir. La mascarade était terminée. La vie reprendrait son cours normal, comme toujours. Pourtant, elle savait, avec la certitude tranquille de celle qui avait observé la nature humaine toute sa vie, que derrière chaque sourire et chaque mot poli se cachèrent des histoires, certaines anodines, d'autres dangereuses. Et c'était dans ces histoires cachées, patiemment observées, que la vérité finissait toujours par se révéler.